Allô, tout le monde, comment ça va, tout le monde? Les femmes au centre, les hommes autour, puis on se fait une grosse orgie. Je vais calvaire, énergie. Moi, quand j'étais jeune, au jour de l'an, ça chantait ça. Mettons, les hommes au centre, les femmes autour et vice-versa. Quand t'es jeune, tu comprends pas. Quand t'es un peu plus vieux, mettons 8, 9 ans, tu te dis, ah, OK, ça doit être une forme de danse. Puis à 14, 15, 16, là, tu l'échappes mentalement. Là. T'entends ça, là, les femmes au centre ou les hommes, tu te dis, là, tu dis, Chris, il y a des matantes, des mononcles, là, ça va se passer un poivron avant la fin du réveillon. Parce que c'est des images qu'on projette. Ça, je pense, c'est humain. On peut pas. Tu penses croche, tu sais, des fois, on dit ça. Tu penses croche, mais je pense que tout le monde pense croche. Puis si tu étudies un peu là, les rigodons, là, puis les tunes du folklore, là, c'est rarement. Des fois, il y a des tunes, là, tu la lis, pas d'air, pas de chanson, là, c'est un peu macabre comme parole. Puis nous autres, on est là, ouais, la fille à quatre pattes, asti. Tu sais, non, c'est complètement inacceptable, ça. C'est Calice, j'ai fait le saut. Annabelle, faut que tu sois prête. Annabelle Paquette, ici en direct, qui nous dit Calice, j'ai fait le saut. Ou c'est peut-être Colis, j'ai fait le saut. Il y a quelqu'un de FedEx qui est venu cogner à ta porte, peut-être, je ne sais pas. Donc, si c'est Calice, j'ai fait le saut, adapte-toi, là, parce que nous autres, on est là. D'ailleurs, on s'excuse de petit délai, là. Il est arrivé des péripéties gauche-droite, là, tu sais, à la va comme je te suis. Mais là, on est là, en direct, avec Sarah May, mon invité d'aujourd'hui. Puis avant qu'Annabelle me dise qu'elle a fait un calice de saut, c'est ça, je veux dire. La morale de l'histoire, c'est que lisez pas idéalement, les paroles de Rigodon puis de folklore, parce que plus souvent qu'autrement, il y a bien des choses qui se disent plus. Puis c'est pas à cause que tu le dis en riant puis en tapant du pied que ça passe plus, les enfants. Soyez conscients de votre environnement. OK! Alors, le commanditaire d'aujourd'hui, commanditaire que j'adore énormément, je veux jamais. As-tu remarqué à quel point. Tu sais, en audio, t'as juste l'impression, si je suis en train de me faire shotter du gun d'une cuisse puis que j'ai de la misère à parler. Mais en vidéo, vous voyez très bien que je regarde mon écran parce que je veux jamais me tromper. C'est Zofa Excursion. C'est Sophie Tremblay, parent, qui reste à Charlevoix. Regarde Noémie. Noémie, moi-même, si tu me surprends à chaque fois. On voit le site ici. Mettons, j'ai mangé une bartende, j'ai un morceau dans la gueule. Il n'y a rien ne va plus aujourd'hui, tabarnak. Zofa Excursion. Sophie Tremblay, parent, qui reste à Charlevoix depuis plusieurs années, qui vous propose littéralement, c'est vraiment comme une excursion. C'est qu'en fait, comment je te dirais bien ça? C'est, mettons déjà que Charlevoix, c'est gagnant. Charlevoix, tu vas là, quand ben même tu n'as aucune de raison d'aller là, tu vas être heureux. Et ce qu'elle te propose, c'est de te faire découvrir la région de fond en comble. Laisse-toi guider, laisse-toi prendre en charge. C'est le fun des fois, là, organiser ses voyages, puis tout ça. En plus que Dieu sait, elle, que des voyages, elle en a fait 1 million. C'est justement parce qu'elle a vécu ça partout à travers le globe qu'elle veut te faire vivre ça quand tu vas à Charlevoix. Autant pour les Québécois, autant pour les touristes. Et ce que j'aime le plus, c'est qu'elle te fait rencontrer les producteurs de la région. Que tu vas goûter du miel, du vin, de la bière, du fromage, peu importe quoi. Elle va te dire où sont les bons spots. Je pense qu'elle y va avec toi, à moins qu'il y ait s'il y a plusieurs groupes, là, je ne pense pas qu'elle puisse se diviser en 35, là, mais ça vaut calissement la peine. Moi-même, j'ai dit que j'allais le faire. zofaexcursion.com. Si tu veux, merci Noémie, à chaque fois que je le dis, elle remet le site. Hostie qu'elle est tête. Alors voilà, Sophie Tremblay, parent, qui vous offre ça. Et j'imagine qu'elle a toute une merveilleuse équipe pour vous. Allez voir le site, ça vaut vraiment la peine. Tu ne veux pas te casser le bessic. Laisse-toi prendre en charge par Zofa Excursion, qui vont toutes vous montrer quoi manger, quoi voir, quoi goûter. Puis il n'y aura certainement pas de rigodon malaisant à la fin dans une cabane à sucre avec un grand-papa qui dit « J'aime ça, les enfants ». Ça, c'est probablement que ça n'arrivera pas. Mon invité d'aujourd'hui, Sarah May, une chanteuse, rappeuse. D'ailleurs, je vais commencer avec ça. C'est pour ça que je le dis, c'est un ton d'interrogation. On va ouvrir le podcast avec ça. Mesdames, messieurs, bon podcast! OK, don't you know, pump it up. Comment ça va? Ça va, toi? Très bien. Avant que je l'oublie, Sarah May, permets-moi de prendre 15 secondes sur ton temps de podcast. J'ai oublié de dire, comme à chaque fois, les gens qui nous écoutent en direct, commentaires, questions pour Sarah May, allez sur la plateforme YouTube, shootez ça, on va lui poser avant que déjà Pat Lap qui est avec nous, pas assez en forme pour faire ça, moi. Il parle probablement des rigodons. Pat Lap qui est très drôle et très, très pas en forme. Sarah May, j'en ai parlé dans mon intro. Je veux commencer avec ça. J'ai dit chanteuse, rappeuse, parce que je sais que tu as déjà dit
en entrevue que tu étais plus rappeuse que chanteuse. Mais là, moi, je me dis, mais Chris, elle a une belle voix. À quoi tu fais allusion quand tu dis que tu es plus rappeuse que chanteuse? Ben, je chante mal. Je rigole. Là, ouais, tu sais, j'ai pas la voix de Céline, on va se le dire. Sinon, je ferais ce genre de musique-là. Mais ultimement, ouais, je rappe, mais tu sais, il y a toujours du chant, il y a toujours des refrains chantés. On travaille beaucoup les mélodies. Puis dans ce que je fais, c'est très mélodique, pour ne pas me répéter. Donc, on entend les deux, mais c'est sûr qu'il y a une prédominance de rap dans ce que je fais. Puis je pense que le chant, je l'explore un petit peu, tu sais. Plus ça va, plus je suis à l'aise à plus chanter sur des tunes, en fait. Mais je m'amuse avec les deux, là. C'était ça. Et tu m'amènes sur une autre question. C'était-tu plus pas la peur de t'entendre chanter? Est-ce que c'est parce que tu n'assumais pas ta voix ou ben non? Totalement. Ah oui, hein, OK. Ah ouais. Mais au début, surtout, c'était vraiment pénible parce que, premièrement, parce que des fois, je ne m'entendais pas. Tu sais, quand tu commences, tu sais, la voix, c'est vraiment un instrument. Fait que graduellement, au début, j'étais comme, oh non, je ne veux pas m'entendre. Puis les gens ne voulaient pas trop m'entendre. Je plus chanter. Mais j'ai vraiment développé ça. Puis avec l'âge, avec le temps, je comprends des choses. Tu sais, j'ai un petit synthétiseur chez nous. Fait que des fois, je fais la gamme. Tu sais, je me pratique. Donc, mon oreille est vraiment mieux que ce que c'était. Fait que plus mon oreille musicale se développe, plus j'ai de la facilité. Et là, j'assume. Mais c'est différent. J'avais vraiment beaucoup plus de misère avec ma voix chantée au début, là. Vraiment. Et quand tu t'es dit, d'ailleurs, c'était ta fête, là, je t'ai souhaité bonne fête, il y a 2 jours, c'est tout ça? Oui, le 21 août. 21 août. Et quand tu as eu. Puis quand tu étais vraiment plus jeune, quand tu commençais, tu t'es dit à un moment donné, ah ben là, Chris, je vais arrêter, là. Oui, je me suis dit ça plusieurs fois, en fait. Tu sais, en tout cas, ici, quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé à Québec, tu sais, je viens de la ville de Québec et j'ai rencontré mon frère, m'a présenté mon ingénieur de son, Tom, avec qui je travaille depuis 2003. Le pauvre, il a vu mon évolution depuis le début, mais là, ça va bien. Il aime ce que je fais maintenant, c'est pas vrai. Et oui, au début, c'était très difficile parce que le rap, c'était pas du tout une musique démocratisée, si tu veux. Il y avait énormément de stéréotypes là-dessus. Là, on a fait des grands pas depuis, là. Je veux dire, c'est pas ce que c'était. Mais quand j'ai commencé à sortir des albums, j'étais plus appelée par la France. Fait que je sonnais plus français parce que moi, j'ai fait mon secondaire au Sénégal. Puis en 2003, je suis rentrée à Québec faire mon cégep. Donc, moi, je suis arrivée du Sénégal, j'avais l'accent de français. Là. Tu sais, là-bas, c'est le système français. J'ai fait 5 ans là-bas. Donc, j'avais un petit peu ce vibe-là. Donc, évidemment, les gens ne se reconnaissaient pas trop dans ce que je faisais, ce qui était en fait tout à fait légitime. Ben ouais. Et donc, on travaillait plus en France. Et à un moment donné, ça a commencé un petit peu à me gosser, en fait, parce que je n'aimais pas la manière dont mon management était là-bas. C'est pas la même culture, on était à distance. Puis là, j'étais écœurée. et parlons-en justement de tout ce qui est culture. Mais d'ailleurs, j'ai pogné de quoi en Saint-Tabarnak. Je sais pas si c'est moi qui était trop épais, mais moi, j'étais un grand fan de Karim Ouellet. Je suis un grand fan de toi. Ouais. Et là, j'apprends en faisant mes recherches que c'est ton frère. Ben oui, tu savais pas. Hey, j'étais. Je pense que j'ai fait 3-4 recherches. C'est sûr qu'on est en train de me bourrer. C'est pas son frère. Mais là, comment? Parce que là, je sais que, bon, vous avez 2 parents blancs, tout ça. Raconte-moi une histoire de comment. Là, c'est ton vrai frère, là. Non, c'est pas mon frère de sang. OK. Mon frère adoptif aussi. OK. Fait que dans le fond, pour faire un résumé, mes parents étaient diplomates. Je garde. Prends ton temps. Non, mais j'ai eu les grandes lignes en faisant mes recherches. Ouais. Il y a plein de détails qui me venaient en tête. Prends le temps de raconter ton histoire. On est là pour ça. Super. Alors, tout commença dans les années 80. Fait que mes parents, c'est des diplomates de profession, mon père, en fait. Et eux, ils ont déménagé en Afrique dans les années 70. Mon père travaillait pour le ministère des Affaires étrangères, donc ils ont été en poste en Afrique de l'Ouest. C'était leur premier poste en 74. Et de là, ils sont toujours restés en Afrique. Donc, ils ont bougé dans différents pays avec le travail de mon père. Okay. Et ils ont atterri au Sénégal début 80. Quand ils vivaient là-bas, donc ils ont adopté mon frère Karim, qui a 2 ans de plus que moi. Donc ils l'ont adopté en 85 en fait. Mm-hmm. Et il y avait quelques mois à peu près.
Et 2 ans après, donc moi, je suis née en 86, 2 ans après, ils m'ont adoptée. Moi, ils m'ont adoptée à l'âge de 5 mois, à peu près. Et oui, on était jeunes. Et donc, on est resté au Sénégal. Mon père, il a fini son contrat. Donc, moi, j'ai quitté le Sénégal, j'avais peut-être 3 ans avec ma famille. Donc, on est revenu au Québec. Et en fait, à chaque fois qu'on revenait au Québec, c'était entre 2 jobs de mon père, vu qu'il était à contrat. OK. On revenait toujours au pied à terre, donc à Québec. Donc, on habitait à Magog, à Longueuil. Regarde, j'ai habité regarde, pose-moi pas de questions là-dessus, mais oui, j'habite à Magog. Salut aux gens de Magog. J'adore Magog. Maintenant, j'y vais en vacances, j'ai pas de problème. Mais c'est ça, c'était des années un petit peu plus rough qu'on vivait ici parce que mon père était sans emploi. Et donc on a fait Sénégal jusqu'à mes 3 ans. Québec. Après Québec, on est allé au Rwanda. Donc, en 91. On sait qu'il y a eu un génocide en 94 là-bas, donc nous, on a été rapatriés en 93. Donc, on est parti avant que vraiment le génocide explose, puis que, bon, le reste, c'est l'histoire. Donc, et donc, j'étais revenue en cours d'année ici au Québec. De là, on est allé en Tunisie. OK, sacrément. Non, regarde, je t'ai dit de t'asseoir, il faut que tu te prépares ça. Oui. Donc, de là, on est allé en Tunisie. Tunisie, c'était 95, en 1995. OK. On habitait à Tunis. On a fait 2 ans là-bas. Donc, j'ai fait ma 3e, 4e année. Ah, c'est ça. Tu vois, je suis mêlée. Je ne sais même plus où j'étais. Quand, des fois, je ne sais même plus j'ai quel âge. Je ne sais même plus comment je m'appelle. C'est vraiment le bordel. Et donc, on a fait 2 ans après Tunis. On est revenu à Québec. J'ai fait ma 5e, 6e année. Et quand j'ai terminé ma 6e année, mon père a retrouvé un poste au Sénégal. Donc, moi, je n'étais pas allée depuis mes 3 ans, dans le fond. Donc, à 12 ans après ma 6e, on a déménagé au Sénégal. Et de là, moi, j'ai fait tout mon secondaire au Sénégal. Mes parents étaient... Quand je suis revenue en 2003, mes parents étaient encore là-bas. Mon père n'avait pas fini son contrat. Ils ont pris leur retraite en 2009. Fait que depuis 2009, mes parents sont au Québec. Ils sont de retour. Voilà, la vie de retraité tranquille. Parce que tes parents, ils sont natifs de où, les deux? Ma mère, elle vient de Montmagny et mon père, il vient de Tourville. C'est pas loin de Saint-Jean-Port-Joli, dans ce coin-là. OK, ouais. Des petites villes. Mon père, c'est une famille de 9-10 enfants. Puis ma mère, Montmagny, qui a fait son cours d'infirmière. Mon père, c'était un prof de sport. Il était prof de sport à l'école normale. Back in the days, quand t'appelais ça l'école normale. Ouais. Ça fait un bout. Puis c'est ça, il a fait son bac, après il a fait une maîtrise. Puis lui, ce qu'il faisait, c'était vraiment, il développait des projets d'éducation en Afrique. Donc, il formait des étudiants. Il y en a certains qui venaient travailler ici. Puis lui, dans sa job, il travaille avec différents pays. Vu qu'il travaillait, son dernier poste, c'était pour la francophonie. Donc, il se promenait. Mon père n'était pas souvent là parce qu'il travaillait beaucoup. Mais il a pas mal fait le tour de l'Afrique, là, pour te dire. Là, il connaît l'Afrique de long et en large. Beaucoup plus que moi, d'ailleurs. Puis tu navigues comment? Comme, quand on est enfant, souvent, on est comme inconscient, on déménage, on va là, puis on vit notre vie sans trop s'en rendre compte. Est-ce que c'était ça pour toi ou tu avais vraiment une certaine difficulté, là, veux pas, à partir, déménager, revenir? Ouais, ben en fait... Quand tu es jeune, tu prends un beat parce que tu es jeune. Jusqu'à un certain âge, ça passe. Jusqu'à un certain âge, c'est quand même un peu le fun, ça te dérange moins. Mais quand tu approches l'adolescence, c'est des années cruciales. Nous, qu'on est partis du Québec pour le Sénégal, Karine était déjà au secondaire. Il était en secondaire 2. Moi, je commençais mon secondaire, fait que c'était plus facile, mon adaptation, si tu veux. Ouais. Puis j'ai fait toutes mes années là, donc mes amis du secondaire, j'ai encore des amis quand j'y vais au Sénégal, j'y vais assez régulièrement, je les vois, on s'appelle souvent. Oui. C'est vraiment, c'est mes chums, là, et ils sont un peu partout dans le monde, fait que je suis très, très liée avec eux. Mais je te dirais que c'est difficile parce que tu recommences tout le temps. Tu recommences les amis, tu recommences le système scolaire. On a fait le système français, le système belge, le système québécois, plusieurs fois dans le désordre et dans le... Regarde, c'est ça. Les amis, la culture, le Sénégal, c'est un pays 95% musulman. Puis l'Afrique, c'est dur à expliquer comment tu vis en Afrique. C'est une autre vie complètement. C'est le fun en Christ, on va se le dire. C'est vraiment le fun. Non, mais pour de vrai, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai passé des années folles là-bas. Là. Puis tu dis ça, c'est vraiment le fun, les années folles. Justement, ces images-là que tu as en tête en ce moment, c'est quoi? Écoute... apprends-nous, là, raconte-nous. Regarde, je sais que premièrement, il fait beau à l'année, fait que ça met le bonheur en haut de la liste. Ben ouais. L'année, on n'a pas de dépression saisonnière. C'est moins fréquent, on va se dire. Ben ouais. Je te dirais que
on vit beaucoup à l'extérieur au Sénégal, c'est-à-dire qu'on mange plus tard le soir. C'est commun que les enfants soient à l'extérieur, donc on sortait, on clubait quand même assez jeunes parce qu'il y avait des soirées matinées qu'ils appelaient, là, qui finissaient Des soirées matinées. Ouais, on allait clubber jusqu'à de 7h à 10h, genre. Ah, Oui. c'est... T'avais quel âge, là? Ben là, j'avais peut-être 15 ans. 14-15 ans. Puis c'est pour les mineurs, entre guillemets. Mais tu sais, là-bas, personne ne se fait carter. Tu peux acheter des cigarettes, personne ne te carte. Il n'y a pas vraiment de loi sur le tabac et l'alcool, là. Mais, puis les bars, c'est un peu quand même slack, là. Mais, ouais, on pouvait sortir. Puis les gens rentrent plus tard, les enfants rentrent plus tard. Donc, j'ai eu quand même cette liberté. Tu sais, j'allais coucher chez mes copines qui nous laissaient rentrer plus tard. Fait que, tu sais, mes parents aussi, ils se sont adaptés à ça parce que, tu sais, ici, ça aurait été comme, ben, ta fille, elle a 15 ans, il est 2 h du matin. Mais là-bas, c'est accepté. C'est acceptable parce que tout le monde prend soin de l'autre, des enfants des autres. Tu sais, moi, j'allais chez mes amis, puis c'était tonton, tata. Il y a vraiment une proximité. Et la mère de mon ami peut me regulate, là. Elle peut me dire, ah ouais, on fait pas. Oui, c'est comme ça, puis c'est correct, tu sais. C'est vraiment ça, tout le monde, tu sais, le système de grand frère, le respect, c'est hyper important là-bas. Donc, ouais, c'est le fun. Tu peux manger à toute heure, tu peux manger tout le temps, tu peux sortir. C'est une ville hyper active, d'accord? Là, tu sais, le monde club jusqu'à 6 h du matin. Les fins de semaine, c'est la plage, tu vas sur des îles. C'est vraiment... j'ai vécu une belle adolescence, on va dire. Je peux pas me plaindre. Il y en a que ça a été rough. Moi, ça a été vraiment le fun. T'sais. OK, ouais, c'est sûr que ça marche pas toujours comme ça à Longueuil. Là, mais... Il y a moins de plage, mettons. Mais là, mais quand tu... Bon, là, tu pars sur ton secondaire là-bas. Ouais. Quand tu reviens avec tout ce que tu viens de me dire, tu as eu une dépression saisonnière pendant 1 an, si je peux pas croire. Elle était longue à tabarnak. Celle-là était longue. J'ai trouvé ça extrêmement difficile parce que j'étais pas considérée comme québécoise. Mm-hmm. J'avais pas la mentalité, j'avais plus cette mentalité-là nord-américaine. Je suis arrivée vraiment comme une étudiante étrangère. C'est bizarre. Parce que moi, mes parents, ils vivaient encore au Sénégal quand je suis revenue ici. Mm-hmm. Fait que j'étais allée dans les résidences de mon cégep. C'est là que j'habitais. Karim, lui, faisait sa vie, il avait son appart, il était plus âgé. Mais moi, je suis arrivée au cégep, donc j'étais dans les résidences. Donc, j'avais la vie d'une étudiante étrangère à Québec, tu sais. Mais je suis là, moi, j'avais pas besoin de faire mes permis puis mon passeport, tu sais, j'étais québécoise, je suis québécoise, mais je n'étais pas vue comme ça parce que je parlais pas comme ça, je savais pas comme ça, puis moi, je ne comprenais pas. Qu'est-ce que tes parents font en Afrique? Les gens étaient vraiment clouless un petit peu sur ma vie, puis quand je suis arrivée, j'ai beaucoup d'amis du Sénégal qui venaient étudier ici. Okay. Fait que j'ai des amis de Côte d'Ivoire, de Sénégal, de différents pays qui, tu sais, c'est très cosmopolite, là, qui sont venus à l'Université Laval étudier ou que leur grand frère et leur grande sœur étaient déjà à Québec en train d'étudier. Fait que je me suis retrouvée à me tenir qu'avec des étudiants étrangers à Québec. Mais j'étais avec des gens comme moi, en fait. Mm-hmm. Parce qu'on avait la même situation. Eux aussi, ils avaient leurs parents en Afrique. Ils les voyaient 1 fois par année. Eux, ils retournaient là-bas l'été. Moi, mes parents venaient ici l'été. On les voyait 1 fois par année, on se parlait 1 fois par semaine au téléphone. Donc, on avait on se reconnaissait puis on se comprenait dans ce qu'on vivait, en fait. C'était vraiment ça. Puis, as-tu senti beaucoup le jugement? Là? Parce que c'est une chose de ne pas se sentir nécessairement comprise. Comme tu dis, on va se rallier aux gens qui sont dans la même situation que nous. Mais as-tu trouvé ça dur à certains égards? Y a-tu des gens qui avaient les classiques commentaires, jugements? Puis ça... C'est sûr que, tu sais, vu que je me tenais beaucoup donc, avec des Africains et tout ça... quand on sortait, on a souvent été confrontés à du racisme ou des choses vraiment moins agréables parce que là, j'étais vraiment plus avec des Noirs. Fait que ça donnait que c'était ça. Puis on se faisait... Il y a quand même beaucoup de profilage à Québec. Là. C'est une ville qui est malheureusement... c'est plus homogène comme population. Et c'est correct, mais c'est de moins en moins ça. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. Donc, quand on sortait, quand on allait dans les bars, il y avait souvent de la friction. Vraiment, il y avait souvent de la friction. Et voilà, moi j'étais dans le même panier. C'est pas parce que je m'appelle Ouellette que je suis pas noire. T'sais. Non, c'est ça. Je reste noire, je suis noire tous les jours. Fait que ça c'est quelque chose avec lequel j'ai un petit peu plus de difficultés, mais ça s'est un peu tassé avec le temps. C'est sûr que moi aussi, j'ai dû composer avec qui j'étais, là, parce que j'étais un petit peu
perdue dans mon identité. Ben, j'espère. C'est tellement... Puis tu sais, je te dis, j'avais un accent français quand je suis arrivée ici, là. J'avais un accent français. Mais Ça... quand tu t'imagines l'accent français, c'est ça. Je parlais Ouais, comme ouais. ça. Donc même mon accent, j'ai dû l'apprivoiser, mon accent québécois, que j'aime beaucoup, mais j'ai dû l'apprivoiser parce que je me tenais avec des gens qui, eux, vont plus ou moins jamais l'avoir parce qu'ils vont peut-être retourner travailler après dans leur pays, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ou ils ont... Mais moi, je suis québécoise, tu sais. Fait que là, les gens étaient comme, pourquoi quand ça, t'es québécoise, t'as un accent français, t'es genre... C'était mélangeant un petit peu, là. C'était-tu important pour toi, justement, cette question d'accent-là? Parce qu'en faisant mes recherches, j'ai tombé sur toi qui fait des entrevues, puis ça fait pas 10 ans, là. C'est pas... Non. Puis je t'écoute parler, comme à un moment donné, tu fais une entrevue à Paris, puis je suis comme, mais Chris, cette fille-là, clairement, ne parle pas québécois, elle n'a pas l'accent québécois, je veux dire. Ouais. Perso, moi, je m'en calisse, je veux dire, t'es ici, t'es avec nous, peu importe ton accent, t'es québécoise, puis ça finit là. Mais est-ce que tu t'es dit, toi, à un moment donné, ouais, il faudrait vraiment que je m'attarde à avoir l'accent québécois? Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait, en fait, naturellement parce que, éventuellement, en 2007, quand j'ai fini mon cégep, j'ai emménagé à Montréal. J'ai commencé à avoir une autre vie aussi. Puis c'est pas qu'à Québec, je me tenais juste avec des Africains. Là, j'avais d'autres amis aussi, mais ma vie a un peu changé. Et là, parce que, tu sais, à Québec, les Noirs, souvent, c'est des étudiants. Tu sais, il y en a pas comme ici. Tu sais, je suis arrivée à Montréal, je suis comme, oh, il y a plein de monde. Il y a plein d'Haïtiens. Tout le monde a l'accent, tout ça. Donc, c'est sûr qu'en étant dans une différente atmosphère, graduellement, il s'est incorporé. Et puis, c'est avec le temps que j'ai fait aussi, avec les années que j'ai passées ici. Un accent, ça se perd, mais encore une fois, quand je parle, on me dit toujours que j'ai un accent, systématiquement. Et puis là, je l'ai accepté parce que je suis comme, regarde, je vais avoir un accent toute ma vie, arrêtez de me gosser. Tout le monde a un accent, tu sais, tout le monde a éventuellement un accent. Donc, je sais que j'ai des expressions que je dis qui sont françaises, je sais que j'ai encore une petite tonalité, puis ça va rester. Je l'ai accepté, puis je m'accepte comme je suis. Mais c'est arrivé avec les années. Ça a pris un petit bout, même dans le rap, je mets plus de trucs québécois, entre guillemets, mais c'est parce que j'ai appris à rapper avec le rap de France. Fait que défaire ça, c'est vraiment difficile. Mais là, je suis plus à l'aise parce que je le vis, je parle, j'ai l'accent, puis c'est ça. Puis y a-t-il une façon aussi de composer tes raps? Parce qu'encore là, dans une autre entrevue, je t'avais entendu dire, c'était plus dans ton début de carrière, là, tu disais, ouais, ce que je fais, c'est plus français, c'est plus européen que canadien, que québécois, mettons. Quand tu écris, là, maintenant, bon, tu résides à Montréal, tu y penses à ça ou tu dis non, moi, là, je pense pas aux mots. Comme tu choisis pas tes mots. Tu écris comme tu écris, ça finit là ou ben non, tu y penses? J'y pense parce que je me suis rendu compte que j'utilisais pas d'expression québécoise à proprement parler. Et j'ai le goût. Des fois, je suis comme, hey, je vais essayer d'en trouver puis d'en mettre dans mes tunes. Appelle-moi. Sam, regarde le lien qu'on crée, là. Je vais t'appeler toi. Je sais que tu as un registre extrêmement large et très, très chargé. Donc, avec grand plaisir, je suis en train de faire mon prochain album. Tu pourras m'aider si tu veux pour m'écrire des textes. Hein, ça va me faire plaisir. Jusqu'au bout. Du ghostwriting, hein, en bonne forme. Mais non, disons que j'y pense, mais j'y pense moins. Puis c'est moins quelque chose qui me tracasse. C'est sûr que je vis qui je suis. Tu vois, il y a une corrélation entre les deux. Je suis plus en challenge de personnalité, de qui je suis. Donc, je fais juste écrire, puis j'ai bien du fun comme ça. Ouais. Puis, est-ce que dans ton enfance, ta jeunesse, là, Karim est là? Est-ce que ça va bien, vous deux? Mettons, il est là, c'est bon. Je veux dire, est-ce que ça, mettons, de 0 à 10 ans, là, puis de 10 à 15, puis de 15 à aujourd'hui, est-ce que ça va toujours bien avec Karim? Comment non, mais on saillissait, on voulait Pour vrai? Nous, on voulait souvent s'étrangler. Ben ouais. Oui. Ouais, mais quand on était jeunes, c'était... en fait, on n'a pas du tout le même tempérament. On n'a pas la même énergie. Puis lui, il était plus réservé, jouait de la guitare, tout ça. Moi, je l'achalais tout le temps, hein, parce que j'avais beaucoup d'énergie, fait que j'achalais tout le monde. Mais avec le temps, on est devenus très proches, en fait. Et lui, c'est sûr qu'il a commencé à jouer de la guitare très jeune, à l'âge de 9 ans. Moi, j'étais plutôt sportive, fait que j'ai fait beaucoup de basket, du tennis. J'étais vraiment dans le sport. C'est quand je suis arrivée à Québec que lui m'a présenté, comme je te disais tantôt, Tom, et que là, je suis entrée dans le bain de Québec et de la musique surtout. Donc, c'est là qu'on s'est vraiment le plus rapproché avec la musique.
Mais si tu te présentes Tom, c'est parce que tu faisais clairement pas juste jouer au ballon et au tennis, là. C'est parce que tu faisais, toi, tu te mettais à chanter, tu jouais de la guitare toi aussi, c'est quoi? Non, mais c'est ça. En fait, j'ai commencé à écrire au Sénégal. J'écrivais des textes, j'écrivais OK. de la poésie, tout ça. Et avant de partir, l'année où je suis partie, j'ai enregistré une chanson avec plein d'autres rappeurs. Regarde, je sais même plus qui était là-dessus. Mais je l'ai enregistré au Sénégal. Puis là, je suis arrivée à Québec. Puis là, j'étais à mon frère. Je dis, je veux faire du studio. J'ai découvert de quoi de fou. Fait il m'a présenté Tom, qui était le gars qui faisait du studio à Québec, qui enregistrait Acrophone, Ken Lo, Claude Bégin. C'était toute cette clique-là. Ouais. Dans la Claire aujourd'hui, en fait, là. Et bon, Tom, c'était mon chum aussi, ça c'est côté personnel, mais bon, on est sortis ensemble un long bout de temps et donc il a pu Claude, supporter... Non, pas Claude. Pas Claude. Tom, c'est Tom, mon excuse-moi. Oui. OK. Pars pas des rumeurs. Je vais mettre ça sur mon Twitter. Ouais, c'est ça. Sarah May est l'ex de Claude Bégin. Non, c'est un bon ami, par exemple. Mais, et donc, voilà, on a commencé à beaucoup travailler avec Tom, puis j'ai eu un petit déclic, tu sais. Je me suis dit, ah, c'est le fun. J'enregistrais des tunes, je faisais des petits shows, des petits featuring. On était comme, ah, c'est bien, tu devrais continuer. Fait c'est vraiment comme ça. C'est les gens qui m'ont plus encouragée à continuer parce qu'ils sentaient qu'il y avait un potentiel quelque part, tu sais. Sinon, je sais pas si j'aurais continué. C'était ma prochaine question qui était, est-ce que c'est toi que tu te dis, je le feel, ou c'est vraiment les autres qui te poussent? Fait que c'était plus les autres qui disaient, tu chantes mal, mais t'es bonne pour rapper, c'est ça? Genre, mais c'est Tom, il est très, très franc, fait. Mais il sentait qu'il y avait quelque chose, puis il m'a jamais lâché aussi pour ça, je pense. Il savait que j'avais un potentiel, et c'est ça qui m'a toujours assuré, qui m'a toujours gardé dans la musique, parce que, c'est une industrie que, surtout au Québec, tu sais que c'est plus petit, c'est plus tough. Moi, je savais que plusieurs choses, peut-être, pourraient être un possible frein. En tout cas, tu sais, moi, je me suis jamais imaginé ouvrir la disque sur un balcon, là. Tu sais, jamais. Jamais, là. Ça, d'ailleurs, j'étais là, ce soir-là. Ah! Oui, j'étais au premier balcon. Non! Puis, hey, tabarnak, c'est vraiment là que j'ai fait ta rencontre, là, artistiquement parlant. Sacrement! Ouais! Ça n'avait pas de bon sens comment tu déménageais, là. Vraiment, pour ceux qui ne savent pas, la disque, c'est tourné à la Place des Arts, 3000 personnes, c'est plein jusqu'au plafond. Faut que tu prennes ta place en hostie. Et écoute, je pensais que les murs allaient fendre. Ben, écoute, c'était... Puis, tu sais, il y avait Corias, il y avait Fouki, il y avait Loud qui ouvrait. J'étais avec Soulja. Tu sais, je me suis dit, bon, c'est là. Hey, non, mais... C'est là, c'est le moment, c'est mon moment. C'était mon moment. Tu sais, il fallait que je fasse ce que j'ai à faire ce soir-là. Tu sais, j'ai senti une grosse pression. Mais, non, mais tu l'as bien sorti, la pression, vraiment. C'était... T'as fuego en tabarnak, là. On n'a plus le choix. C'est ça que je me suis dit juste avant de commencer. Tu sais, j'étais tellement stressée juste avant, puis là, j'ai eu un calme. Puis je me suis dit, man, vas-y, parce que c'est tout ce qu'il faut. Vas-y, tu sais ce qu'il faut que tu fasses, vas-y, c'est tout ce que je me suis dit. Puis ça m'a donné la force de faire ça, tu sais, parce que je savais que, tu sais, il y a plein de gens qui se disaient, qu'est-ce que je faisais là? Mais en tout cas, tu l'as refermé à gueule en petit bois. C'est incroyable. Puis ton père, c'est quoi le prénom de tes parents? Mon père s'appelle Aimé. Et ma mère s'appelle Carole. Oui. Aimé et Carole. Bon, avec, le petit gars de Tourville, la petite fille de Montmagny, eux autres, là, ils vous voient grandir, ils vous voient évoluer, ils peuvent pas s'attendre. On s'entend, là, tu adoptes des enfants en bas âge. Eux autres, de voir toute vraiment l'éclosion de votre talent. Au début, y avait-tu peur? Ils étaient réticents? Comment ils se sentaient là-dedans? Ben, c'est sûr que, bon, Karim, il a pavé le chemin, vu que lui, il a eu un énorme succès. Faisant de la pop, étant des numéros en radio, ils étaient vraiment partout. Fait que eux, ça leur faisait quand même un peu peur parce que tu te fais beaucoup juger quand tu sais, là, quand tu fais un métier public, tu es jugé, les gens peuvent facilement te critiquer, Donc, il y a tout ça et il y a aussi l'industrie que, tu sais, ma mère, elle fait de la musique aussi, elle peint, tout ça. Fait qu'elle est très au courant, très au fait de ce qui se passe, très au fait de la culture dans laquelle on est. Et moi, elle regarde tous mes clips, elle regarde tout, elle est au courant là, de tout, là, tu sais. Fait que c'est une industrie qui est comme, elle n'est pas fan, là, tu sais, des coulisses un petit peu de ce qui peut se passer dans tout ça. Et c'est aussi la sécurité financière, tu sais, c'est de savoir est-ce que ma fille qui fait du rap va pouvoir subvenir à ses besoins. Et c'est une question légitime. Moi, j'y réfléchis régulièrement, puis j'ai plusieurs intérêts extérieurs à la musique. Fait que
je prépare, entre guillemets, ma retraite du rap parce que je ne vais pas rapper jusqu'à 50 ans. Clairement pas. La télé, ça m'intéresse. J'aimerais ça jouer. J'aime la radio, j'aime la télé. Fait ben, je prends la balle au bon. Ici, tu m'ouvres une porte et j'y entre avec plaisir. Justement, ces intérêts-là. Mettons, je te dis, garde, c'est plate, c'est pas que t'as pas de talent, au contraire, mais on n'a pas le choix. Faut que tu arrêtes la musique aujourd'hui. Demain matin, tu fais quoi? C'est quoi cette fameuse liste de champs d'intérêt-là? Je pense que je fais de la radio, je fais de la télé, j'essaie d'être chroniqueuse quelque part. Et j'aime vraiment ça. J'ai eu la chance de 2-3 ans, dans un moment d'hésitation, justement, où je ne savais plus si je voulais faire de la musique, j'avais approché Philippe Fémieux, puis j'avais dit « Hey, j'aimerais ça, faire des chroniques. » Puis il m'avait dit oui. Fait que j'avais fait des chroniques de fin d'année à son émission en direct à Radio Cannes. À Pénélope aussi, j'avais fait des chroniques. J'avais vraiment eu le buzz de comme mes premiers shows, le stress, l'adrénaline de faire des chroniques en direct, là, vraiment. Puis j'aime ça communiquer, j'aime ça juste parler. Je suis comme toi, j'arrête pas de parler. Fait que j'aime ça. J'aime communiquer. Je me ferais peut-être un podcast, ou, je sais pas. Mais j'ai plusieurs intérêts dans la vie. J'aime ça m'informer de ce qui se passe, de l'actualité. Donc, puis ouais, c'est ça. J'essaie de m'informer le plus possible pour essayer de maîtriser ce que je dis. Puis je veux le communiquer. J'ai plein de choses à dire, importantes ou pas. Puis t'as dit, là, 1 minute 32 à peu près, là, 2-3 ans, bon, là, remise en question. Moi, vois-tu, dans ma tête, Saramé, là, 2-3 ans, c'est là vraiment que ça commençait à bouillir. Veux-tu bien me dire, Saint-Sacrement, qu'est-ce qui fait en sorte que, là, 2-3 ans, tu te dis, ouais, je suis plus sûr? Ouais, en fait, c'était la France, justement. C'est à l'époque où j'avais une équipe à Paris. On était très intrusif dans ma création, dans ma musique, dans ce que j'écrivais. OK. Et ça m'a bloqué. Fait que pendant 1 an, j'ai pas fait de musique. L'année 2016, je pense, j'ai pas fait de musique du tout parce que j'étais écœurée. Puis je leur ai dit, regardez, j'arrête de faire la musique pour l'instant. Vous allez arrêter de me gosser, vous n'aurez pas le choix. Puis quand ça va me tenter, je vais vous faire signe quand je vais revenir. Puis on verra ce que ça donne. Et à l'époque, je travaillais tout le temps en studio avec quelqu'un, tout le temps avec Tom. Okay. C'est lui qui réalisait mes tunes. Et je suis capable, moi, d'être dans le studio, d'enregistrer mes voix, de faire ça moi-même. Donc, en 2017, quand l'année a commencé, j'ai dit, bon, j'ai le goût d'essayer. Je vais juste faire mes chansons moi-même. Je sais déjà comment ça marche. Donne-moi les clés du studio, puis je vais travailler. Puis c'est ce que j'ai fait. Donc, toute l'année 2017-2018, et c'est là qu'on a recommencé à sortir des chansons en 2018. Mais je faisais 3 maquettes par jour. Et là, je suis rentrée dans une zone où je me suis dit, j'entends rien de l'extérieur, on me dit pas, fais ci, fais ça, tu devrais faire ce genre-là, tu devrais faire... J'avais plus rien. Fait que j'ai fait ce que je voulais. L'album Irréversible, c'est l'album que je voulais du début à la fin. J'ai tout enregistré, j'ai tout écrit, et j'ai dit, je m'en fous, parce que je vais faire de l'afro, je vais faire ci, m'en sac. C'était pas ça, tant pis. Mais je vais faire ce que je veux. Puis c'est ça qui m'a libérée. Puis ça m'a aidée aussi dans ma vie personnelle, parce que j'étais très consciente tout le temps du regard de l'autre, de ce que les gens aimaient. Je voulais que tout le monde m'aime, que les gens aiment ma musique. Puis j'avais de la misère avec la critique, beaucoup. OK. Vraiment. Et donc, c'est des choses qui m'ont permis de me détacher, de grandir, puis me dire, je peux pas plaire à tout le monde. J'assume ce que je fais. Voici, c'est ma musique. Après, j'ai sorti l'album, je n'étais même pas stressée. Le jour où Irréversible était disponible sur les plateformes, j'étais comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Habituellement, j'aurais été comme, oh shit. Vraiment, en gros. Génial. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais bien, tu sais. Mais ça, c'est tout l'art du monde, ça. Peu importe l'art que tu fais, esti, quand tu mets quelque chose au grand jour, puis ça, c'est moi. Coûte que coûte ce que tu en penses, c'est moi, puis va chier pour le reste. Puis toi, je sais que t'es comme ça aussi. Moi, je t'ai vu en entrevue, à tout le monde en parle, j'étais à côté de toi, puis j'étais comme, j'ai jamais vu un gars qui est aussi assumé, qui own ce qu'il dit, puis que puis j'ai trouvé ça hyper inspirant, tu sais. Puis dans ma vie, toujours, j'essaye d'être le plus vrai possible avec moi-même. Puis si j'aime pas quelque chose, je l'aime pas, puis je vais pas l'aimer parce que tu me dis de l'aimer. Exact. C'est ça, c'est aussi simple que ça, mais c'est aussi simple. Facile à dire, mais c'est un beau travail intérieur à faire. Moi, j'aime ça me remettre en question, tu sais. Totalement. Puis tantôt, tu disais, en France, tu sentais qu'il était plus intrusif. Veux-tu même décortiquer ce mot-là, s'il te plaît? Est-ce que tu sentais qu'on voulait, mettons, que tu fasses plus des tunes radiophoniques? Oui, mettons, là? Il voulait que je change. Il me disait, bon, tel artiste en France, c'est ça qui marche, fais ça. Ça se dit pas en France. Il faut changer cette phrase-là. Parce que j'habitais ici. Mais pourquoi vous venez me chercher ici si vous voulez que je ressemble à Maître Gims en France? Où est le lien et qu'est-ce que... Non, tu sais.
et je comprenais pas. Puis là, ça commençait à créer des frictions aussi, tu sais, parce que je travaillais avec Tom ici. Nous, on faisait le produit fini, là, on leur donnait l'album, il était fait, il était imprimé. Puis là, j'étais comme, vous n'allez pas nous dire après 30 secondes, ben non, finalement, ça ne marche plus ou quoi que ce soit. Tu sais, ça fait 15 ans qu'on travaille là-dessus, lui et moi. Tu sais, c'est vraiment mon partenaire depuis le début dans ma musique. Et là, tu avais des gens qui décidaient du jour au lendemain, si c'est ça, ben finalement, on veut plaire aux maisons de disques, donc est-ce que tu peux faire tel genre de musique? Non. Ah ouais, je comprends. Puis est-ce que j'imagine que ton frère Karim est vraiment épaulé là-dedans? À quel pourcentage ton frère est là pour vraiment comme te soutenir, te conseiller? Es-tu proche au contraire, vu que c'est ton frère? Non, on est proche à ce niveau-là. Tu sais, quand on sort des projets au niveau de la musique, moi, je lui fais écouter souvent ce que je fais. Mais ça dépend des périodes. Des fois, on est chacun dans notre truc, mais c'est une chose qu'on fait, s'envoyer les nouveautés, parler de l'industrie, parce qu'on est dans la même industrie. On a les mêmes questionnements, on a des producteurs, on a des gens qui travaillent avec nous, qui travaillent pour nous, tu connais la game. C'est pareil, donc on vit les mêmes choses à différentes échelles ou à différents moments de nos vies. Donc, c'est un échange qu'on fait familial. Tu sais, on est zéro en compétition. Premièrement. On ne fait pas la même musique, puis on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Tu l'as-tu déjà senti? Parce que là, c'est assez évident que vous n'êtes pas en compétition, dans le sens c'est comme vos styles diffèrent aussi, là, mais est-ce qu'à un moment donné, tu l'as senti comme dans le début de carrière, où lui est tellement parti vite que ça n'a jamais été un point de ouais, tu vas plus réussir que moi, mais une mini-friction de ouais, les deux, on est sur le même terrain de jeu quand même. Je te dirais qu'au début, moi, moi, j'avais sorti quand même des trucs, tu sais, jouer à Musique Plus, on allait faire des perfos. C'est vraiment 2012, lui, qui a explosé. Puis moi, je n'étais pas du tout rendue où je suis aujourd'hui, tu sais. Donc, moi, il y avait la générosité de m'inviter souvent sur des gros spectacles, de l'accompagner. J'étais en featuring sur son album. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges. Il est venu sur mon album. Donc, il m'a permis de faire des trucs vraiment le fun. Et profiter de son ascension. Donc, ça fait que des gens m'ont vu, des gens m'ont entendu, etc. Mais moi, ça me motive, tu sais. Moi, je vois ça. Moi, je suis compétitive quand même. Tu sais, j'aime le sport à la base, fait que j'aime ça, avoir des challenges, puis me dire, OK, je peux aller là. Parce que moi, j'y crois. Tu sais, moi, je crois en moi. Fait que je vais mettre tous les efforts, puis je vais travailler et je vais me discipliner pour y arriver, tu sais. C'est sûr que je suis une fille qui visualise beaucoup. Mais en même temps, tu visualises, puis tu sais pas quand est-ce que ça va arriver. Mais en ce moment, je vis des choses que j'ai visualisées. C'est un truc de ouf, comme diraient les Français. Je vis des choses que j'ai visualisées en ce moment. Donc, je me dis que c'est ça, tu sais, le travail, c'est tout, selon moi. Le travail, la discipline, puis comment tu fais les choses. Tu peux pas avoir de talent, mais tu peux travailler, puis finir par être bon, tu sais. Puis est-ce que ça se reflétait aussi dans les sports? Tantôt, tu disais le basket, le tennis. T'as-tu fait du haut niveau? As-tu joué longtemps? Non, ben en fait, avant de quitter pour le Sénégal, donc quand j'étais en 6e année, je jouais intensément. Tu sais, je faisais des camps l'été. Au tennis? Au basket? Au basket. Au basket, OK. Le basket, c'est vraiment mon sport. OK. Puis, tu sais, mes coachs, c'était des gars qui jouaient à l'Université Laval. Un de mes coachs, c'est Charles Dubé-Bray. En tout cas, le gars qui s'occupe des Raptors en ce moment. Ouais, c'était un de mes coachs quand j'avais genre 11 ans. Puis quand je le vois maintenant, je suis comme, what? C'est malade. Mais moi, je voulais jouer pour mon secondaire. Je voulais jouer à l'Université Laval. C'était mon but. Mais quand je suis arrivée au Sénégal, le basket, c'était pas fait comme ici. Ici, le sport étudiant, c'est hyper fort, c'est hyper bien organisé. Ouais. En Afrique, c'est vraiment différent. Donc, j'ai perdu un petit peu ça là-bas, mais quand je suis revenue... C'est différent dans le sens qu'il y a comme pas de structure claire par rapport à ça? C'est ça, puis tu sais, il y a moins de... C'est moins confortable, je veux dire le mot réellement, fait que c'est plus tough. Tu sais, quand tu sors de la ville, puis c'est plus avec la ville que tu joues que ton école. Tu peux jouer dans l'école, mais les écoles n'ont pas des teams, puis ils ne jouent pas entre eux, tu sais. Fait que c'est un autre niveau. Je suis arrivée là, il y avait des filles de 6 pieds 7, man, je suis comme, je vais me faire bouffer, là. Je ne peux pas jouer au basket. J'ai joué une année ou deux, puis ça a été grande, tout. Toi, pourtant? T'es grande? Moi, je fais 5 et 7. Ben, c'est quand même bien. Là. Oui, c'est pas pire pour une femme. Ouais. Pour une femme, quand même pas pire. T'es grave. Mais au cégep, j'ai joué pour mon cégep, le collège Mérissie à Québec. J'étais pas full compétitive à ce niveau-là parce que
je sortais, tout ça. Tu sais, j'avais une vie cégepienne, on va se le dire. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. ça me gardait un petit peu en forme, si tu veux, pour mes grosses fins de semaine. Mais c'est un sport que j'ai toujours beaucoup aimé. Ouais. Et je saute du coq à la truie, comme je dirais si bien. Du coq à la truie. Ouais, c'est ça le problème. C'est que moi, je vais te donner des expressions québécoises. Quand même, les Québécois vont dire non, on dit pas ça. Mais je pourrais pas t'aider dans tes chansons, finalement. OK, c'est bon, laisse faire. Désolé. C'est un truc de oomph. Je voulais savoir, vraiment, dans un autre registre, as-tu toujours peur des oiseaux? Ouais. OK, tu m'exposes. Oui, j'ai peur des oiseaux. J'ai peur des oiseaux. Regarde, moi, le bruit des battements d'ailes, je suis pas capable. Le son d'une envolée de pigeons, là, non? Ça me glace le sang. Mais voyons. Je sais pas pourquoi. J'ai peur des oiseaux. À chaque fois que je dis ça à quelqu'un, on se fout vraiment de ma gueule. Là. On rit beaucoup. Là. Non, je ris pas. Je suis juste curieux. Non, pas toi, mais tu sais, je sais pas. Je trouve ça bien cute en photo, mais je pense que j'ai été traumatisée par des pigeons puis des oiseaux. Fait que tu peux pas courir dans un tas de pigeons, toi, là. Je peux pas courir à Rome, là, sur une belle esplanade, là, non. Ça, c'est sûr que non. C'est sûr puis, que non. on me dit te dire, demande-y aussi, on pense qu'elle a une phobie des petits reptiles. Fait que je te lance ça. J'ai une phobie de tous les reptiles. Moi, c'est ma plus grosse phobie. Ouais, regarde, écoutez, les animaux, j'aime les animaux pourtant. Mais tu sais, quand j'étais jeune, je rêvais que souvent qu'un serpent m'étouffait. Ah, sacrément. Je pense que j'ai été traumatisée par les films de Disney quand on était jeune. Là, il se passait des affaires louches. Ouais. Le Roi Lion, ça m'a traumatisée. Là. En tout cas, peu importe, on va pas creuser là-dedans. Mais c'est qu'est-ce que t'as traumatisé dans Roi Lion? Ah, j'ai trouvé ça d'une tristesse. Je trouve ça tellement triste, le Roi Lion. Mais après, ça finit bien, puis ça va, puis là, il chante, puis là, c'est correct. Mais j'ai trouvé ça vraiment triste. La première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment pleuré. Ouais, ça, puis l'enfant lion, ça m'a marqué. Mais c'est sûr que mourir écrasé par un troupeau de gnous. Tu sais, back in the days, là, quand on y pense bien, c'était des images marquantes. Là. C'était pas ce qu'on voit aujourd'hui. Là. Ça ressemblait à quoi vos vacances en famille avec tes parents? Plus jeunes? Oula. Nous, en fait, vu qu'on c'était quand on était dans d'autres pays, donc mettons en Tunisie, au Rwanda, nous, on est allés au Kenya. On a passé un Noël au Kenya. Et je me rappellerai toute ma vie parce que c'était vraiment comme dans les films. Tu sais, on a pris un train de Mombasa jusqu'à Nairobi. Tu sais, comme dans le Roi Lion, finalement. Là. Quasiment. Mais, tu sais, un hôtel magnifique avec des cases. Tu sais, on était il y avait une réserve. On voyait les éléphants loin, on voyait des girafes. C'est vraiment... Wow. Je me rappelle de ça parce que ça m'avait extrêmement marqué. Donc, quand on était dans d'autres pays, on sortait de la ville, on allait dans les pays... on est allé au Burundi, à côté du Rwanda. Quand on était en Tunisie, on allait au sud de la Tunisie. Mais c'est magnifique parce que c'est sur la Méditerranée. En tout cas, au niveau de Tunis, puis tu as plein de lieux historiques parce que les Romains étaient là, tout ça. Donc, tu as plein de choses chouettes. Donc, nous, on n'était pas au Québec, on disait, OK, on s'en va dans le sud, tout le monde. Ou, on était en vacances dans les pays où on vivait. Finalement, on allait en vacances, on découvrait les pays. Mes parents sont bien... ils n'ont pas peur de ça, ils sont très aventuriers, là, comme tu peux le comprendre. Ils ont fait pas mal de choses assez jeunes. Et mon père, il a traversé le désert à genre 28 ans. Là, J'étais comme, wow, tu sais, j'ai pas fait de la moitié de ce qu'il a fait. À pied ou en Jeep? Non, en Jeep, mais tu sais, c'est long, là. Tu sais, du Maroc, plusieurs jours, là, une quinzaine de jours. Il a fait des installations, il a failli mourir, en tout cas, regarde. Ouais, mais c'est très aventuré. Puis ta mère, elle style de lâche, qu'est-ce qu'elle faisait? Non, ma mère, elle suivait. Ma mère, elle était avec lui, elle était tout le temps avec lui dans les... Tu sais, ils sont arrivés dans les années 70, là, en Afrique, c'est pas comme aujourd'hui, là. Puis, tu sais, il n'y avait pas Internet, fait que là, leurs parents pensaient qu'ils étaient fous. Qu'est-ce que vous allez écrire ça en Afrique? Il n'y a rien! Puis peut-être pensaient qu'il y avait des lances, puis on était... Tu sais, on n'avait pas l'information qu'on a aujourd'hui. Puis encore aujourd'hui, les gens ils ont une certaine image de l'Afrique qui est... Tu sais, Dakar, c'est extrêmement gros. Il y a des buildings, il y a 3 millions d'habitants. C'est une grosse ville, tu sais.
Donc, non, les deux, c'est des aventuriers, clairement, là, pour s'être autant dépaysés dans les années 70, il faut le faire. Puis est-ce qu'ils te l'ont transmis, ça, ce sentiment-là, ce vouloir-là, ce désir-là de voyager? Oui, parce que dès que je peux, je m'en vais. Dès que je peux. Puis je suis chanceuse parce qu'avec la musique, ça me permet de faire ça. Ça me permet d'aller au Sénégal presque. En 5 ans, je suis allée genre 4 fois. Ça me permet d'aller en Europe voir des amis à moi. Donc, je me suis déjà posé la question. Je me disais, j'aimerais peut-être ça être diplomate, voyager, faire un peu comme mon père. Mais j'ai la musique qui me permet de faire ça. La musique me permet de voyager. Ouais. Et pour moi, c'est un véhicule vers tout ce que j'ai le goût de faire aussi. Là. Et à quel endroit, c'est une question un peu, t'es pas obligé de... Ouais. Je me doute que tu vas avoir plusieurs réponses, mais à quel endroit tu te sens le plus à la maison? Ben, je dirais ici. Okay. Vraiment ici. Je suis bien, je suis vraiment bien à Montréal. Je suis bien... je pense que je me suis trouvée tranquillement. Ça m'a pris quelques années parce que après tout ça, à un moment donné, tu veux t'arrêter. Moi, à un moment donné, c'est ça, je voulais plus voyager parce que je me suis dit, est-ce que je peux avoir une vie comme tout le monde et pas déménager à chaque 2 ans, C'est une bénédiction de pouvoir faire ça puis de suivre ses parents parce qu'après, tu prends du recul, c'est quand même fou, les pays que j'ai vus et dans lesquels j'ai vécu. Donc, tu apprends la culture, tu n'es pas juste là en tout inclus, J'ai pu vraiment côtoyer des gens de différentes cultures, mais là, ma stabilité est importante. Mais, je voyage, puis je reviens ici. Je reviens chez moi. Ah oui, je comprends. Mais oui, mais c'est sûr que ça t'amène une richesse incroyable. La vie que tu as jusqu'à maintenant, là, j'enlève rien à mon chez-moi, Laurier Station. Ouais. Mais je crois que minutes de Québec. Oui. Quand on voit Laurier Station, à chaque fois, je suis contente. Je suis comme, yes, on s'en va. Voilà, Laurier, c'est que du bonheur. Hein? C'est quoi? Ça, le slogan, c'est quoi dans le slogan? Ah non, ça, c'est merveilleux. C'est une ville à la campagne. C'est ça. Ben, dans le fond, moi, j'ai voyagé dans le fond. J'étais à la campagne, mais la ville de la campagne. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Ah, si, c'est magnifiquement dégueulasse, mais il n'y a rien qui va m'enlever mon Laurier Station. Exact. C'est juste être fier d'où tu viens, de ton parcours, dans le fond. Ouais. Ben, c'est le fun aussi, c'est qu'on transporte tout notre passé aussi, mais c'est juste que le tien, clairement... sans dire que tu es meilleur que les autres, mais Chris, c'est de la richesse. Juste au niveau langue aussi, tu dois parler 2, 3, 4 langues, là, si tu peux pas croire. Là. 2. Français-anglais. C'est ça, fait que c'est vraiment ordinaire tes affaires. Oui, regarde, on peut couper ça tout de suite. Là, je vais prendre une note. J'aurais dû inviter Karim. Voilà. Non, mais tu sais, on était en Tunisie, on avait des cours d'arabe parce qu'on allait dans une école franco-tunisienne, donc c'était le système français. Mais on avait des cours d'arabe. Au Sénégal, c'est le Wolof, qui est une langue qui sonne un peu d'ailleurs comme l'arabe. Mais c'est ça, en fait. Mais c'est d'être capable d'être entouré de différentes personnes, différentes cultures, puis d'être à l'aise. Moi, j'ai pas de malaise avec des musulmans, j'ai pas de malaise. Puis je suis pas mieux que les autres, mais je veux dire, moi, au Sénégal, on faisait les fêtes musulmanes. J'allais chez mes amis pour l'Aïd, pour la fête du mouton, pour la tabaski. À Noël, l'église, ça, on vivait là-dedans. J'avais des amis juifs. Donc, il y a une certaine image en Occident qui est différente de l'islam qui est réellement vécu dans les pays où c'est pas extrémiste, parce que la plupart, c'est pas ça. Ouais, je comprends. Mais ça aussi, c'est une autre chose. Puis je ne sais pas d'ailleurs, à tout le monde en parle. Quand j'y étais, je pense que c'est là que j'avais dit voyager devrait être obligatoire. Dans le sens que je trouve que ça apporte. Moi, là, petit gars de campagne, petit gars de Laurier Station, Rive-Sud de Québec, juste arrivé à Montréal, puis ça, je l'avais dit, de rencontrer, avoir des amis haïtiens, arabes, comme juste ça qui me donne leur culture à travers leurs habitudes, à travers ce qu'ils mangent, leur façon de penser. Je trouvais ça incroyablement grand. Ça me faisait grandir. C'est comme, oui, pour vrai, on peut manger. OK, toi, tu manges ça. OK, ben, moi, là, Chris, juste ça, je me sentais plus humainement. Puis tu comprends plus aussi. Tu sais, comme tantôt, tu parlais de l'Afrique. La façon que l'Afrique est comme dépeinte ici, on a des images préconçues. Puis finalement, tu parles à des Africains, tu es comme, OK, des fois, c'est quasiment gênant de, je savais, là. Ben non, je le savais pas. Tu es tout en train de m'apprendre ça, mais c'est ça que je trouve beau. Oui. Puis toi, j'imagine que tu n'as pas réalisé que
que tes parents étaient blancs. Et là, je m'explique, je le sais que tu le voyais, mais tu sais, les gens, ils devaient te dire, ah là, tu sais, comment ça, tes parents sont blancs, mais toi, ça devait être juste normal. Oui, ben ça a été, comme je te dis, on a été adoptés à un jeune âge. Ma famille, ils sont tous blancs. J'ai des cousins adoptés du Russie, Bélarus, mais jamais j'ai regardé ça comme ça. Tu le sais, puis tu le sais pas, parce que clairement, tu vois qu'on n'a pas les mêmes cheveux, mais c'est pas un questionnement. Moi, quand j'ai grandi, j'étais pas comme... Parce que, tu sais, of course, obviously, mes parents m'ont toujours raconté notre histoire. Ils nous ont adoptés, ils nous ont toujours parlé de notre pays d'origine avant qu'on y vive. Donc, tout ça, on l'a toujours su. Et c'est ce qui fait que, tu sais, j'ai pas eu de... J'ai eu des petites clashes d'identité à un certain âge, vers 11-12 ans, parce que là, les gens sont comme, tu sais, ils pointent plus du doigt. Au Sénégal, on détonnait beaucoup. Là. On était une famille qui détonnait beaucoup. Tout le monde savait qui j'étais, ou presque. Là. Là, les Canadiens, moi, j'étais la Canadienne parce que c'est ça, là, le Québec. Le Canada. Puis les gens savaient que mes parents étaient blancs. Puis, je veux dire, c'était devenu la norme. Au début, les gens étaient comme parce qu'il n'y en a pas, ça. Tu n'en vois pas. Là. Non, c'est ça. Ici, c'est fréquent, l'adoption. Les gens sont beaucoup plus habitués à ça. En Afrique, ils sont habitués, mais pas autant... Nous, c'était assez flagrant. Donc, puis en plus, on vivait en Afrique, fait que c'était 2 fois plus surprenant. Mais bon, non, ça n'a pas été un problème. Puis est-ce que tu te dis, toi, un jour, si j'ai des enfants, je vais adopter? Est-ce que c'est clair pour toi que tu vas adopter compte tenu de ton histoire ou ça n'a aucun rapport? C'est pas clair. En fait, je me suis dit, je vais avoir des enfants. Je pense que j'ai le désir aussi d'avoir mes propres enfants. Mon propre enfant... je sais aussi qu'il y a énormément d'enfants qui ont besoin d'une famille. Je pense que si je peux faire les deux, ça va être le meilleur des mondes, en fait. Ouais. Puis t'es encore proche de tes parents, donc? Mes parents adoptifs? Oui. Ben, est-ce que tu connais tes vrais parents? OK, non, c'est ça. Excuse-moi. Excuse-moi. Non, je ne connais pas mes vrais parents. Puis, tu sais, j'ai certaines documentations. Tu sais, j'ai mes papiers d'adoption. Je pourrais faire des recherches, j'ai des infos sur ma mère un petit peu adoptive, mais j'ai pas ce désir-là, tu sais, j'ai pas... Non, ça m'a jamais... Je me suis jamais dit, il faut que je trouve ma mère. Je pense que le fait de vivre au Sénégal m'a réconciliée avec énormément de choses. OK. Parce que j'ai fréquenté des gens comme moi, tu sais, des Sénégalais, parce que je suis d'origine sénégalaise, je le dis souvent, puis... ça fait partie de moi autant que je suis québécoise, tu sais. J'ai appris la culture là-bas, la langue, je sais reconnaître même un Sénégalais qui parle au téléphone, je sais que c'est un Sénégalais. Ça fait partie de moi autant que ma culture québécoise, donc je l'assume, je sais même pas où on allait avec ça. Oh, regarde, on s'en calisse. Regarde. De toute façon, c'était pas intéressant. Non, mais oui, j'avoue, on a comme bifurqué. J'allais te poser la question qui était 2-6, fait 30. J'en profite d'ailleurs pendant que j'ai un petit moment de flottement pour rappeler aux gens qui nous écoutent, si vous avez des questions, posez-les ici. Je sais qu'il y en a eu, mais à force de parler, on répond à leurs questions. Si vous en avez d'autres, posez-les à Saramé, ça va faire plaisir. Et est-ce qu'on me dit... Oui, OK, parfait. Excuse-moi. Il va en avoir deux. Parfait. Là, c'est ton cellulaire qui te disait qu'il restait 20%. Non, moi, je checkais mon cellulaire, puis là, je me disais, j'ai même pas eu le temps de regarder. Oh, il me reste 3%. 3%? C'est-tu vrai? Oui! Je te jure. OK, ben regarde. Si ça coupe, mon laptop est prêt. Tu vas transférer sur ton ordi. Donc, restez en ligne si ça Bougez coupe. pas. Oui, donc tu vas traverser. Noémie, si tu m'entends, aimes-tu mieux que Saramé traverse pour la fin du podcast directement tout de suite sur son ordi au lieu d'attendre que ça coupe? Ou si ce sera pas long, elle va me répondre. OK, ouais, tu peux déjà cliquer sur le lien. Tu peux transférer. Alors, on s'excuse aux gens en direct. Je suis tout le temps à mes affaires. Et là, mais tu sais quoi, je suis allée au gym, j'ai fait du tapis, j'ai fait de l'elliptique pendant 1 heure, j'ai niqué toutes mes batteries. Puis là, je suis arrivée, je suis comme... Genre, je me gosse, je m'auto-gosse, tu sais. Ouais, ça, pour les gens là, qui ne comprennent pas, c'est que les écouteurs, ils ne rentrent pas dans son ordi. Fait que là, on a pris son cellulaire pour avoir un meilleur son. Mais juste pour la fin du podcast, on va tolérer le son de ton ordinateur. Donc, merci, je suis prête. Non, mais ça a bien été. Mine de rien, c'est quasiment fini. Puis le son a été excellent. Noémie, tu veux-tu qu'elle clique? Tu peux cliquer sur
sur le lien. Tu peux te connecter, Sarah May, je crois. OK. Et elle va fermer ton cell, je pense, et embarquer sur ton ordinateur pour la fin. Voilà. Alors, allô à tous, bienvenue. Mon nom est sambreton.com. Je vous invite à venir voir mon spectacle quand la calice de cette pandémie sale du Christ sera terminée. Alors voilà, on a eu une pause publicitaire. Alors, nous revoici. Alors, on s'excuse pour le son qui sera un peu plus écho. Et la qualité de mon PC que je viens d'acheter qui est un peu merdique, je pense. On va se dire. Mon écran. Non, mais ça va. C'est surtout l'audio, c'est surtout les gens en audio. Tout est bon pour toi, Noémie, on peut continuer. Le son n'est pas si pire. Moi, je ne m'entends plus parler chez Sarah May, donc c'est parfait. Alors, oui, alors parfait. Tout est Tigidou ici. Ça, c'est bon. Oui, c'est ça, j'avais une question pour toi aussi. Oui. Est-ce que tu as déjà dit en entrevue, puis en fait, là, tu nous apprends rien parce que comme bien des domaines, on le sait, là, mais tu dis la scène du rap est dominée par des mecs pour te citer. Ça, c'est une simple constatation. C'est quelque chose qui te fait chier. Comment tu te sens là-dedans? Clairement, tu prends ta place puis tu vas au front, puis c'est merveilleux. Est-ce que c'est un appel aux femmes de dire venez-vous-en, puis ça roule ici? Ou ben non, comment tu te sens par rapport à ça? C'est sûr qu'il y a de ça, en fait, parce que je pense que plus quelqu'un comme moi ou une autre fille qui rappe a de la visibilité, plus d'autres jeunes filles vont vouloir en faire. Ils vont pas seulement se dire que c'est des gars qui peuvent faire du rap puis avoir du succès puis que ça se passe bien. Puis je pense que tranquillement, ceux qui en font sont conscients de ça. Je dis pas que les changements là sont monumentaux, là, on n'est pas rendu là. Mais il y a quand même plus d'ouverture qu'il y en avait au début, je te dirais. Personnellement, des fois, je vois encore des affaires où je sens qu'il y a eu des lacunes, puis que, bon, mettons, un line-up n'est pas paritaire ou des choses comme ça. Le talent avant tout, mais c'est important de représenter ce qui se passe aussi. C'est comme dans les styles de rap, moi je dis souvent ça, les festivals, il y a plein d'artistes qui ont des millions de streams, qui ont un gros fanbase à Montréal, qui sont plus underground, mais qui roulent dans le tapis, qui font des salles combles, qui ne sont pas dans les festivals où ils mettent de l'avant le rap. Tu sais, donc, là où il y a aussi ce phénomène de récupération où on veut mettre du rap partout, mais mettez, représenter la scène telle qu'elle est. Tu sais, c'est le pick and choose qui me fatigue plus. Tu sais. Et c'est des petites gangs, hein, on va se dire la vérité. Fait que, tu sais, j'imagine en humour, ça donne un peu la même chose. Non, tout le monde est ensemble, tout le monde s'aime. Mais, tu sais, c'est ça, c'est des affaires. Moi, je suis un petit peu un électron libre là-dedans. C'est-à-dire que je suis avec aucun label de rap. Je suis pas, tu sais, j'ai pas de clique avec moi qui sont toutes sur le même label. On a toujours été indépendants. Tu sais, je suis en licence, donc j'ai 5-4 qui fait la promotion, les coms pour mon album. C'est quoi la différence, comme tu dis que t'as pas de maison de production, donc... Mais... On s'autoproduit. Donc, on produit la musique, on fait l'album, la pochette, on fait le produit. Et la maison de disques s'occupe de faire la promo, les relations presse, les clips, mettre l'argent dans les clips. Nous, c'est ce qui nous manquait, là. Donc, c'est ça. Je suis vraiment un éléphant parce que je suis affiliée à personne. Je suis la fille de la gang, en fait, là, en ce moment, là. Et puis, ça me va, tu sais, ça me va. Tu sais, la plupart des rappeurs d'ici, c'est des gars que je connais depuis une dizaine d'années. On se côtoie, on se croise. Il y en a qui c'est des amis, d'autres, c'est des connaissances. Donc, j'ai toujours été respectée. Mais ça manque encore d'ouverture. Tu sais, ils se font encore des petites tournées entre eux, puis c'est bien correct. Ça me dérange pas. Moi, je fais mes affaires, tu comprends? Mais je pense que ça change doucement. Doucement. Je suis content d'entendre ça, puis je suis convaincu que je ne suis pas le seul. Parce que c'est facile de dire que Sarah May est cool, elle est bonne, puis tout quand ça va bien. Mais je suis content que tu me dises que même il y a 10 ans, comme tu étais comme accepté dans le sens que vu qu'il y avait le Petit Boys Club du Christ, là, étant donné que c'est très masculin, je suis content d'entendre qu'ils t'ont donné la main puis ils embarquent, tu sais. Oui, puis c'est ça, j'ai toujours eu du respect de mes pairs, tu sais, même les producteurs, les beatmakers qui travaillent avec tout le monde, là, tu sais, que ce soit Loud, Corias, tout ça, c'est du monde que j'ai connu aussi il y a 10 ans, donc qui ont suivi ma carrière et qui sont contents, sont fiers de ce qui se passe. Après, on n'est pas meilleurs amis puis on ne s'appelle pas tous les jours, là, ça c'est pas grave, là, c'est pas important, mais respecter la diversité dans le rap, c'est important. Et j'allais te dire, on va
Quelle belle réponse. Non, j'étais juste content de ta réponse. Merci. J'étais en train de me dire, c'est hot. J'étais juste heureux d'entendre ce que tu me disais. Oh, Euh, merci. on va y aller, Noémie, oui, on va y aller avec les questions. Il n'y en a pas une, pas deux, pas trois. On est rendu à trois. Ça afflue, ça afflue. Hey. OK, fait que on y va avec au calvaire, je prends pas pour de la merde. Son nom de Better. OK. Une artiste avec qui tu aimerais vraiment faire une collaboration musicale. Merci beaucoup, The Better, d'être là. Ouh, merci pour la question. The better. The Better. C'est hot. Hey, c'est vraiment une bonne question. Puis là, tu peux pas me dire ton frère. Tu peux pas dire Karim. Ben, ici ou n'importe où? N'importe où? N'importe où, sacrément. Moi, je veux faire une tonne avec Burna Boy. Burna Boy. Ce gars-là. Attends un peu, j'ai un blanc. Burna Boy, c'est un gars du Nigeria. C'est qui? Il vient de sortir un nouvel album. Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Pourquoi donc aurais-je déjà entendu ça? Parce que c'est très bon, premièrement. Ouais, mais ça, t'aimerais ça? Ouais, ça, j'aimerais ça. En fait, il y a un son afro que les gens plus du Ghana, plus les pays anglophones d'Afrique, okay. C'est eux qui ont développé l'afro, là, qui marche, que t'entends, que Drake fait des tunes avec Wizkid, tous ces gars-là, Davido, tous ces gars-là qui ont créé l'afro, qui sont des huge stars, font un son en ce moment qui est très mélodique, tu sais, avec des instruments, t'entends des saxophones, c'est vraiment dope. Et ce gars-là, il a fait un album où il sac pas à chaque 2 mots, où il est pas en train de traiter les meufs de bitch. Non, pour de vrai. Ouais, non, je sais, je comprends très bien ce que tu veux dire. Il y a un fou message dans cet album-là. L'album s'appelle Twice as Tall. 2 fois plus grand, c'est excellent. Ouais. Il y a une tonne avec Chris Martin de Coldplay. C'est géant. Fait que je vais Coldplay. On mettra le lien, Noémie, si tu veux te prendre une petite note, on mettra le lien de son album, donc de ses chansons. Mais Chris, pourquoi? On dirait pourquoi j'ai déjà entendu ça, ce nom-là? Je sais que je stick sur quelque chose qu'on s'en calisse, mais y a-tu déjà fait une association avec quelqu'un avec... il a fait plein de features. Ah, mais il a fait une tune avec Sam Smith récemment. Ah, si, je pense que c'est ça. My Oasis. Ouais, je pense que c'est ça. Je crois. Moi, j'ai fait une story, là, j'ai partagé, peut-être tu as vu ma story, j'ai partagé son album là, tantôt là, dans mes stories. Ça doit être un mélange de tout ça. C'est pour ça que mon cerveau, il est comme... On dirait que mon cerveau de ma bouche te dit qu'on connaissait pas, mais on connaît. En tout cas, bref. Ouais. Ça, c'est mes problèmes dans ma tête. Gère tes problèmes seul, Sam. Là. On va y aller avec une autre question, Noémie. Si tu peux nous... Alors, Marc-Antoine Chesneau qui nous dit: quelle culture as-tu préféré de découvrir? En tout cas, on comprend. Merci, Marc-Antoine. Merci, Marc-Antoine. Quelle culture? Ben, c'est sûr que je vais dire la culture sénégalaise. Premièrement, j'adore la bouffe et la bouffe est excellente. Je vais juste le dire. Ton plat préféré sénégalais, ça serait? Ben, c'est le plat traditionnel. C'est du riz au poisson. C'est bon. OK. Pour de vrai, il y a un restaurant à Montréal qui s'appelle Diolo, D-I-O-L-O. J'ai tout ça ici. Tes restos préférés: Diolo, la poissonnerie Ryan. Et tu adores aussi le chinois et le thaï. Ouais. Mais ça ne bat pas le riz au poisson sénégalais. Jamais. Donc, Diolo, on va les plugger. Diolo et la poissonnerie Ryan, c'est bon, ça? Ouais, Ryan, c'est des Maghrébins qui ont ça. Ils ont une chaîne, il y en a à Brossard, il y en a à Saint-Léonard, il y en a un peu partout. Et dans le fond, c'est un comptoir. Tu choisis ton poisson, tu choisis, mettons, ton calmar, tout ça. Tu choisis la sauce, tu veux des crevettes à l'ail, des crevettes. Il te fait tout ça devant tes yeux et il t'amène ça. C'est bon. Moi, j'adore les fruits de la mer. Les fruits de mer, en général, fait que je me gâte quand je vais là-bas. Mais la bouffe sénégalaise, c'est délicieux. C'est beaucoup à base de riz, de poisson, de viande braisée, des grillades, du poisson frais. Fait que c'est hyper bon. Puis, est-ce que... Non, je vais te poser cette question-là à la fin. Noémie, on va enchaîner avec la dernière question. On a Brigitte Rusnac ici qui nous dit: aimerais-tu retourner vivre au Sénégal? Merci, Brigitte. Bisous. Merci, Brigitte. En fait, j'aimerais ça m'acheter une maison. Donc, je travaille pour éventuellement m'acheter un terrain. J'aimerais ça m'acheter une maison pour quand il fait moins 40, je décrète. Je vais un petit peu là-bas, je me ressource et je reviens. Je pense pas y retourner y vivre.
il y a plein de choses qui entrent en jeu quand tu parles de vivre ailleurs. Mhm. Peut-être plus tard dans ma vie, je sais pas. Mais en ce moment, je sens que ma vie est ici, puis j'aime vivre ici. Ma famille est ici, ma blonde est ici, je suis bien ici. Mais je veux définitivement un pied à terre au Sénégal, ça c'est certain, sûr et certain. Et y aller le plus souvent possible, éventuellement aussi. Ouais. Je te le souhaite assurément. Puis on me dit, là, ça a l'air que tu es capable, là. Je trouve ça un peu cliché. On me l'a dit, il faut que je t'en parle vu qu'on m'en a parlé. L'accent québécois, ça a l'air que tu es capable d'imiter ça quand même. C'est qui te dit? Non, mais c'est parce que... Regarde, là. Ça. En fait, ce qui arrive, c'est que j'ai vraiment un côté, je suis givrée dans la tête. Donc, parfois, j'ai des petites bulles au cerveau et je fais différents accents. Oui. Que ce soit français, maghrébin ou... Québécois. Ou, tu sais, parfois, ça dérape, puis ben de la misère, tu sais. C'est bien compliqué après ça, revenir là-dedans, puis essayer de faire de quoi qui a de l'allure. Des fois, quand je me force, si ça sort pas comme ça devrait, tu sais, faut pas que ça se force, faut pas que tu le demandes, sinon, j'ai de la misère. Ben là, tu me l'as fait 4-5 secondes. Là. C'est ça, mais tu vois, c'est ça, parce que là, je suis comme, il y a des gens qui regardent, je suis gênée. Mais vraiment par ça. Puis en fait, avec ma gérante, ce que je fais, c'est que je laisse des messages vocaux au lieu de la texter, parce que j'étais capable de texter. Et je laisse des messages vocaux avec différents accents, dépendamment de mon humeur. Et je me trouve drôle, mais elle trouve ça drôle. Tout le monde trouve ça drôle. J'aimerais ça que tu me fasses... si un jour tu m'imites, là, ça serait le plus beau jour de ma vie. Il faudrait que je regarde des heures de ça. J'ai 2-3 numéros sur YouTube. Tu pourrais... J'aimerais ça que tu imites 30 secondes de moi sur scène un jour. Je vais essayer. Je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Et je te donne des nouvelles. Mais j'imagine que c'est ça à quoi elle faisait allusion, ta gérante. C'est tu sais bien que c'était elle à qui j'ai parlé. Puis elle me disait ça, que tu fais différents personnages, dont un accent québécois. En fait, c'est parce que je fais des monologues avec. Puis là, on est au camping, puis là, ça brasse. C'est genre, des petits monologues de camping. Des monologues de camping? Des dialogues de camping, oui. Il y a toujours quelque chose avec mon RV qui est pogné, mon VR qui est pogné quelque part. Fait que là, ça part en couille après, tu comprends, mec. Après, je peux plus gérer, tu vois, ça va trop loin, quoi. Mais ça, c'est une expression de vous deux ou tu fais vraiment du VR et tout ça, là? Non, j'en fais pas du tout. OK, je te capte pas. Non, tout ça, c'est pour ma tête. Malheureusement, c'est... Sarah, ce fut un réel plaisir. Merci de m'avoir invité, Sam. Quel honneur! Ben là, ça fait plaisir. Non, j'étais honorée. Toute ma famille est comme puis là, tout le monde est jaloux. Je suis comme moi. Tu sais que Karim a peut-être été populaire avant toi, mais c'est qui vient en premier sur mon podcast? C'est toi, tabarnak. Lui, il prend son trou, Karim, je vais l'inviter un jour, mais tu sais, quand ça va faire 400 épisodes que je vais faire. C'est bon. Prends soin de toi. Bonne continuité. Merci de nous avoir ouvert ton livre de ta vie un peu plus personnelle. Je t'aime. Puis bonne fin d'été. I love you too. Et attention à toi. Bisous, bisous. Bye-bye.